Merci madame. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Amina Mamesh. Je suis maître assistante en pharmacologie clinique à l'Université d'Alger et je suis également chef de service de pharmaco et de matériaux-vigilance au niveau du CNPM, donc c'est le Centre national de pharmaco et de matériaux-vigilance. C'est avec un grand plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous pour la 3e fois au CIFAL pour vous présenter une intervention intitulée « La pharmacovigilance en oncologie pour une meilleure gestion des effets indésirables ». Donc, ça sera présenté au nom du CNPM. Et pour cela, je tiens à remercier chaleureusement le docteur Yassine Loubert pour cette opportunité et pour la confiance qu'il nous accorde année après année. Et je le félicite également pour la réussite de ce salon. Donc, on ne déclare aucun conflit d'intérêts. On va commencer notre intitulé par une petite définition de la pharmacovigilance. Alors, la pharmacovigilance, l'OMS l'a définit comme étant la science et les activités relatives à la détection, l'évaluation, la compréhension et la prévention des effets indésirables ou de tout autre problème lié aux médicaments commercialisés. C'est-à-dire que la pharmacovigilance, grâce aux professionnels de santé, va essayer de détecter le maximum d'événements indésirables. Événement indésirable, c'est-à-dire que c'est un incident qui survient suite à l'utilisation des produits anticancéreux. Ça peut relever du hasard. Ces événements peuvent survenir et relever du hasard. Donc on va les détecter, on va les évaluer, on va les valider pour qu'ils deviennent effets indésirables. On va essayer de comprendre le mécanisme de survenue de ces effets indésirables. On va étudier leur physiopathe pour pouvoir prévenir leur reproductibilité et pourquoi pas proposer des actions correctives pour une meilleure prise en charge de ces effets et pour une meilleure prise en charge également des patients cancéreux. Comme vous savez, les anticancéreux représentent la classe médicamenteuse la plus iatrogène, c'est-à-dire que les anticancéreux, c'est la classe ou l'aire thérapeutique qui est la plus pourvoyeuse de survenue d'effets indésirables. Ces effets indésirables associés aux médicaments anticancéreux sont généralement nombreux. Ils sont fréquents et ils sont bien connus. C'est-à-dire qu'un patient cancéreux qui prend des anticancéreux, il va avoir tendance à présenter plusieurs effets indésirables, donc pas seulement un. Ces effets indésirables sont fréquents, c'est-à-dire que quasiment la totalité des patients mis sous anticancéreux vont présenter au moins un effet indésirable. Heureusement que ces effets indésirables sont généralement bien connus, leurs mécanismes de survenue sont bien établis, donc on les connaît, on s'attend à les avoir et généralement on sait les gérer. Bien que certains de ces effets indésirables puissent être graves, ils sont souvent banalisés, ce qui conduit fréquemment à une sous-déclaration en pharmacovigilance. C'est-à-dire que ces effets, on les connaît tellement et on s'attend tellement à les avoir qu'on a tendance à les banaliser et donc il y a un phénomène de sous-notification, c'est-à-dire qu'on les banalise et donc on ne va pas les déclarer à la pharmacovigilance. En oncologie, l'incidence des effets indésirables graves demeure particulièrement élevée et ces effets indésirables graves qui sont de grade 3 ou de grade 4 sont souvent aussi fatals. Donc ils vont induire le décès des patients. C'est-à-dire que si le patient ne décède pas de sa maladie, il va décéder d'un événement indésirable qu'on a mal géré et qu'on a détecté tardivement, etc. La pharmacovigilance en oncologie, particularité. Alors, il faut savoir que la pharmacovigilance en oncologie, elle revêt toute son importance du fait des particularités ou des caractéristiques uniques des médicaments anticancéreux ou de la maladie elle-même. La première particularité, c'est le mécanisme d'action des anticancéreux. Les anticancéreux, c'est une aire thérapeutique un peu complexe et en raison de leur mécanisme d'action, ces anticancéreux ne vont pas agir seulement. C'est vrai qu'ils vont agir sur la cellule maligne, sur la tumeur, mais ils vont également agir sur les cellules et sur les tissus sains normaux, surtout les cellules à renouvellement rapide. Ce qui va pousser aussi, ce qui va entraîner l'apparition de toxicité hématologique. Donc on peut avoir notamment des thrombopénies, des leucopénies, des neutropénies, des anémies, c'est-à-dire que la molécule va agresser toute la lignée hématopoïétique. On peut aussi avoir des toxicités digestives qui vont induire l'apparition de diarrhée, de vomissements
parfois graves, qui vont, si on les gère mal ou si on les détecte tardivement, ils peuvent se compliquer parfois de déshydratation, la déshydratation qui peut se compliquer d'une insuffisance rénale aiguë, l'insuffisance rénale aiguë qui peut se compliquer d'une hyperkaliémie, de troubles du rythme, de décès des patients. Alors c'est un exemple que je donne et c'est des exemples, c'est des cas qu'on reçoit. Au jour d'aujourd'hui, on continue à perdre des patients parce qu'ils ont fait des diarrhées ou des vomissements qui étaient graves, qui étaient rebelles au traitement anti-émétique, au traitement antidiarrhéique. Et entre parenthèses, on trouve ça bête de décéder par une diarrhée mal traitée. Selon les molécules utilisées, certains organes cibles seront particulièrement à un risque. Donc, selon des molécules qu'on utilise, il va y avoir des organes plus touchés que d'autres. Par exemple, dans le cas de l'utilisation du cisplatine, on va avoir tendance à avoir plus de toxicité rénale que d'autres toxicités. Par exemple, des toxicités cardiaques sous anthracycline. Donc, c'était la première particularité. Pour la deuxième particularité de l'oncologie, c'est la nature de la maladie traitée. Comme vous savez, le cancer, par définition, c'est une maladie grave, qui est souvent mortelle en l'absence de traitement. Lors de la mise en route d'un traitement, l'évaluation de la balance bénéfice-risque est dans la plupart des cas en faveur du traitement. C'est-à-dire qu'on peut avoir, même si on sait que les chimiothérapies ou les maladies les médicaments anticancéreux, leur risque est établi, il est souvent sévère. Mais la maladie est tellement sévère que la balance bénéfice-risque, même si le risque est élevé, la balance bénéfice-risque reste favorable. Ceci dit, même si notre seuil d'acceptabilité de ce risque est élevé, il y a quand même un risque d'acceptabilité à ne pas dépasser, surtout si, par exemple, notre objectif thérapeutique face à ce patient cancéreux est un objectif palliatif, c'est-à-dire qu'on le met sous chimiothérapie pour améliorer sa qualité de vie. Les effets indésirables font le plus souvent partie intégrante du traitement du cancer. C'est-à-dire que même quand on met en route une chimiothérapie dans le cadre du traitement d'un cancer, il est quasi constant qu'on va également traiter les effets indésirables. Donc, on traite le cancer, mais on traite également les effets indésirables qui vont être, dans la quasi-majorité des cas, présents. Troisième particularité, c'est la nature de la thérapeutique. Une autre spécificité de l'effet indésirable en cancérologie est que le médicament responsable de l'effet observé est le plus souvent une association de médicaments. C'est rare où on met un patient dans le cadre du traitement de son cancer sous un seul médicament anticancéreux. C'est souvent des polychimiothérapies et donc plus on associe des molécules cytotoxiques par exemple, plus le risque d'apparition d'effets indésirables est élevé. Quatrième particularité, c'est les effets indésirables de type chronique. La survenue d'effets retardés n'apparaissant parfois que plusieurs années ou plusieurs semaines, plusieurs mois après la fin d'une chimiothérapie est également une caractéristique des médicaments anticancéreux. C'est-à-dire qu'on met en place une chimiothérapie dans le cadre du traitement d'un cancer, le patient guérit de son cancer, mais plusieurs années après, il va faire des cancers d'apparition chronique, d'apparition tardive, qui sont survenus suite à l'utilisation des années avant, des années plus tôt, de médicaments anticancéreux. Dans ces situations, la mise en évidence des liens causaux est difficile et ne peut être faite qu'en ayant des recours à des données épidémiologiques ou des registres pour pouvoir établir justement cette causalité ou cette imputabilité par rapport de ces cancers d'apparition tardive par rapport aux chimiothérapies prises auparavant. Cinquième particularité, c'est le développement des anticancéreux. Compte tenu des enjeux de santé publique, les autorités sanitaires favorisent une mise à disposition du médicament la plus rapide possible, c'est-à-dire qu'il va y avoir des durées d'essais cliniques souvent relativement courtes, avec pour corollaire un recul parfois limité en termes de nombre de sujets traités, de durée d'essais cliniques, d'association d'autres cancers, etc. C'est-à-dire que
les essais cliniques qu'on connaît, donc les 4 phases d'essais cliniques qu'on a l'habitude de faire ou de mettre en place dans le développement de médicaments des autres aires thérapeutiques, c'est un peu particulier par rapport aux anticancéreux. Par exemple, pour la phase 1 ou la phase 2, on va pas tester le médicament sur des sujets sains. On va prendre les cancéreux sur lesquels on va tester. Donc tout ce qui a été la détermination de la dose toxique, la dose maximale à ne pas dépasser, etc., on ne va pas les faire. Généralement, quand on prend des sujets cancéreux, les échantillons sont souvent limités. Le recul et le suivi de ces patients est souvent ici aussi limité. C'est-à-dire que dans le développement des anticancéreux, tout ce qui n'a pas été détectés ou repérés au cours des essais cliniques, c'est la pharmacovigilance qui va les détecter au cours de la vie réelle de ce produit, c'est-à-dire après leur mise sur le marché. 6e et dernière particularité, c'est l'état général des patients. L'état général des patients en oncologie ont souvent des impacts significatifs sur la pharmacovigilance pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la vulnérabilité accrue aux effets indésirables. C'est-à-dire qu'un patient cancéreux va être plus sensible, plus vulnérable à faire des effets indésirables qu'un sujet atteint d'une autre pathologie autre que le cancer. Ces patients ont tendance à présenter des comorbidités. Ils peuvent faire des insuffisances rénales, des insuffisances hépatiques, ou c'était des maladies déjà présentes, ou ce sont des pathologies rénales et hépatiques acquises suite à l'utilisation d'associations de produits chimiques dans le cadre du traitement du cancer. Il y a également des patients qui vont avoir des états nutritionnels altérés. Ils vont être, à cause de ces médicaments, ils vont faire des immunodépressions. Ça va être ce qui fait qu'ils vont être sujets à faire par exemple des infections plus facilement. Deuxième particularité, c'est la polymédication et les interactions médicamenteuses. C'est des patients avec des comorbidités, c'est des patients, même s'il n'y a pas de comorbidité, pour le traitement d'un seul cancer, on va avoir tendance à donner plusieurs chimiothérapies, et plus on polymédique, plus on associe des molécules, plus on va avoir le risque d'interaction médicamenteuse qui vont être d'ordre pharmacocinétique ou d'ordre pharmacodynamique et donc plus de risque d'apparition d'effets indésirables. Troisième particularité, toujours en relation avec l'état général du patient, c'est la difficulté d'attribution des effets indésirables. Un patient qui prend plusieurs médicaments, qui fait plusieurs effets indésirables, on va avoir du mal à attribuer chaque effet indésirable à un médicament donné. Parfois, on a du mal également de faire la part des choses entre événements indésirables et évolution naturelle de sa maladie dans le cas d'une inefficacité thérapeutique. Quatrième particularité, c'est la tolérance individuelle et ajustement des doses. Donc, ce qui va nous amener à parler des scores de performance, à savoir le score EcoGPS de l'OMS et le score de Karnofsky. En fait, c'est des échelles. Ces scores, c'est des échelles qu'utilisent les cliniciens pour essayer d'apprécier la qualité ou l'état général du patient, pour essayer de déduire ou d'apprécier la capacité de ces patients à tolérer les médicaments qu'on va mettre en route. Pardon. Le dernier point, c'est les problèmes de sous-déclaration des effets indésirables. Les sous-déclarations d'effets indésirables par les patients eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont faire des problèmes, des effets indésirables, mais ils ne vont pas les déclarer à leur médecin traitant, ou par méconnaissance, par manque d'éducation thérapeutique, par manque de sensibilisation, et parfois ils pensent que c'est parce que c'est connu, on s'attend à les avoir, ça ne vaut pas la peine de les déclarer. Alors, troisième partie de notre intervention, de notre communication, c'est des cas notifiés au système de pharmacovigilance algérien, c'est-à-dire qu'on va vous présenter le bilan du CNPM relativement à cette aire thérapeutique durant les 3 dernières années. Alors, pour le nombre de déclarations, donc en 2022, on a recensé 200, ou on a été destinataire de 226 déclarations, dont 50% de ces déclarations étaient émanées des services d'oncologie.
En 2023, c'est 387 déclarations, dont plus de la moitié faisaient rapporter des médicaments d'oncologie. Et en 2024, donc, vous voyez 536 déclarations avec plus de la moitié également, donc soit 60% des déclarations qui faisaient état ou qui rapportaient au moins un produit utilisé en oncologie. Ces produits déclarés, donc, durant ces 3 dernières années, en 2022, on a eu 20 DCI déclarés, c'est-à-dire 20 principes actifs utilisés en oncologie dans le cadre d'anticancéreux. Ce n'est pas les médicaments donnés pour les soins de support. Donc, 20 médicaments anticancéreux qui ont été déclarés. De ces 20 médicaments, il y a eu 27 marques de 14 laboratoires différents. En 2023, c'est 26 DCI, c'est-à-dire 26 principes actifs de 42 marques différentes. Et en 2024, c'est un peu plus élevé, c'est un peu plus important, même si c'est relatif. C'est 28 DCI qui a été déclaré dans 32 marques de 19 laboratoires différents. Donc, vous voyez, par rapport aux années, donc, chaque année, on nous déclare plus de DCI, plus de médicaments qui causeraient d'effets indésirables. Alors, en 2022, pour les produits déclarés, c'est-à-dire qu'on va aller plus dans le détail, les DCI qui ont été déclarés en 2022, c'était le docétaxel en premier lieu avec 36 déclarations, c'est-à-dire pratiquement une déclaration sur 4 rapportait le docétaxel comme médicament suspect. L'oxaliplatine en deuxième position avec 13 déclarations, carboplatine troisième position avec 12 déclarations, le 5-FU avec 11 déclarations et le paclitaxel en dernier avec 7 déclarations. Mais sachez que dans une même déclaration, on peut avoir 2 à 3 DCI. En 2023, donc, c'est toujours le docétaxel qui était en première position avec 53 déclarations, c'est une déclaration sur 5. Paclitaxel avec 44 déclarations, oxaliplatine avec 41 déclarations, le méthotrexate donc, à dose oncologique avec 40 déclarations et capecitabine en dernier lieu, en dernière position avec 28 déclarations. En 2024, donc la tendance a complètement changé. C'est la gemcitabine qui a été le plus déclarée avec 116 déclarations. Donc c'est pratiquement le tiers des déclarations qui rapportaient la gemcitabine comme médicament suspecté ou concomitant. Oxaliplatine avec 40 déclarations en deuxième position. Bevacizumab avec 32 déclarations. Docétaxel qui était en première position en 2023 est devenu 4e médicament le plus déclaré en 2024. Et le cetuximab avec 26 déclarations. Les sources des déclarations, donc comment les professionnels de santé nous déclarent ces effets indésirables ou comment ils les rapportent. En 2022, la majorité des déclarations, pratiquement la moitié des déclarations, étaient faites sur notre fiche ou via notre fiche jaune de déclaration des produits médicamenteux. En 2023, c'est 148 déclarations qui nous sont parvenues par notre fiche de déclaration, c'est-à-dire plus de la moitié, même s'il y a eu le lancement d'une application téléphonique, même s'il y a un site web, on constate que les professionnels de santé préfèrent écrire. Pour 2024, la tendance est à la numérisation ou donc les déclarations. Pratiquement 60% des déclarations nous ont parvenues via notre site web, avec 191 déclarations reçues sur notre site. Il faut savoir qu'en 2024, on a constaté que les laboratoires commençaient également à déclarer les effets indésirables qui leur remontaient. Donc on a reçu 6 SIAMS qui rapportaient des effets indésirables sous produits d'oncologie et 3 fiches onco. En fait, cette fiche onco, donc, on suppose que vous connaissez notre fiche jaune de déclaration avec les 4 rubriques les 4 rubriques ou les informations les plus nécessaires et dont on a besoin pour faire l'imputabilité, c'est-à-dire que des informations relatives aux patients. Ensuite, on a la date d'apparition de l'effet indésirable, les médicaments qui ont été pris par le patient, médicaments suspectés et concomitants, avec toutes les informations relatives à ces médicaments, c'est-à-dire les numéros de lot, etc. L'évolution de l'effet indésirable, est-ce qu'il a été traité ou pas, est-ce qu'il a bien évolué ou pas, des antécédents du patient et les facteurs de risque, et en dernier lieu, l'identité du rapporteur.
Et on a constaté que par cette fiche, il y avait des informations qui nous sont nécessaires pour établir l'imputabilité la plus juste, la plus précise possible. Donc, et pour éviter les follow-up et les retours fréquents vers nos déclarants, on a essayé de proposer une deuxième fiche ou une fiche qui va remplacer cette fiche jaune, qui va être destinée que pour les oncologues ou les pharmaciens travaillant dans des services d'oncologie, et donc ajouter à ces rubriques qui étaient déjà présentes sur notre fiche jaune, on a rajouté quelques informations qui nous sont nécessaires, par exemple le numéro de la cure ou le nombre de cures dont le patient a bénéficié, les prémédications que le patient a reçues et les bilans avant et après cure. Donc cette fiche est en train d'être distribuée au niveau des services d'oncologie. Après, par rapport à la qualité du rapporteur, on a essayé de voir qui déclarait le plus. Est-ce que c'est les médecins, est-ce que c'est les patients, est-ce que c'est les pharmaciens? Alors, en 2022, comme vous le voyez, plus de 60% des déclarations étaient faites par des médecins. Il n'y avait que 30% des déclarations qui étaient faites par des pharmaciens. Alors, si vous faites l'addition, vous n'aurez pas le 100% parce que tout ce qui reste, c'est une qualité de rapporteur qui n'a pas été précisée. En 2023, c'est 45% des déclarations qui émanaient de médecins, c'était les médecins qui rapportaient, et les pharmaciens, c'était 35% des déclarations. En 2024, inversement des tendances, c'est les pharmaciens qui déclaraient le plus, avec plus de la moitié des déclarations qui étaient faites par des pharmaciens, donc pharmaciens hospitaliers ou pharmaciens, non, pas d'officine, des pharmaciens hospitaliers et des pharmaciens qui étaient au niveau de services d'oncologie. Et seulement 40% faites par des médecins. Le nombre de déclarations de décès. En 2022, il y a eu 18 décès, donc c'est-à-dire 15% des déclarations dont le patient a évolué vers le décès. C'est-à-dire que c'était des effets indésirables graves dont l'évolution était fatale. En 2023, c'est 28 décès, c'est-à-dire 16% des déclarations. Et en 2024, on n'a eu que 20 décès, et c'est tant mieux, c'est-à-dire 6% seulement des déclarations où le patient est décédé. Donc, c'était une évolution fatale. Les résultats des actions. Donc, suite à toutes ces déclarations, quelles ont été les actions proposées ou mises en place par le CNPM? Par exemple, la mise en quarantaine. Donc, sachez que quand on reçoit des effets indésirables, surtout graves, surtout si on a des décès, la première action qu'on fait, c'est la mise en quarantaine du lot qui a induit ces effets indésirables, en attendant d'élargir les investigations, en attendant de faire, si c'est nécessaire, une enquête nationale. Donc, en 2022, il y a eu la mise en quarantaine de 3 lots, de 3 produits différents. En 2023, c'était 5 lots qui ont été mis en quarantaine de 3 produits différents. Et en 2024, c'était 4 lots mis en quarantaine d'un seul produit. Le devenir de ces mises en quarantaine, c'est soit la reconduction de ces mises en quarantaine parce qu'on n'a pas réussi à avoir les informations nécessaires pour statuer, soit c'est la levée de cette mise en quarantaine, ou bien aller être plus radical et aller au retrait de ces lots qui ont été mis en quarantaine. Justement, par rapport au retrait de lots. Donc, en 2022, il y a eu 5 lots retirés de 2 produits différents. En 2023, c'est 8 lots retirés de 5 produits différents. Et en 2024, c'est 5 lots retirés d'un seul produit. Alors, les retraits de lots, ce n'est pas le CNPM qui les fait tout seul. C'est en concertation avec les autres autorités réglementaires, notamment l'ANPP, le ministère de la Santé et la PCH. Et parfois, on a besoin même des avis plus techniques, et donc on va constituer des comités ad hoc, on va associer ou réunir les médecins, cliniciens, les pharmaciens qui sont en contact avec ces produits et pour statuer de manière collégiale par rapport au devenir de ces lots ou de ces produits.
Alors, par rapport à ces chiffres, on a essayé de voir le profil algérien par rapport à ce qui se passe à l'international. Donc, on a essayé de comparer les chiffres de cette dernière année, donc de 2024, par rapport aux chiffres que présente la base de données Vigibase, qui est une base de données, c'est la base de données la plus complète, la plus fournie, c'est la base de données OMS qui existe en international. Donc, en 2024, on a eu un total, pour les 5 produits DCI les plus déclarés, on a eu un total de 245 déclarations avec la gemcitabine en première position. Quand on a cherché sur la base de données internationale, donc Vigilize, si vous voulez la consulter, ça sera la Vigibase. Donc sur Vigilize, pour les 5 produits, on a retrouvé plus de 64 000 déclarations en international. Donc, on a checké les 5 molécules les plus déclarées en Algérie. Les pays qui déclarent le plus, qui ont déclaré ces 5 molécules le plus, c'est, comme vous voyez, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Inde et le Brésil. Donc, vous voyez, c'est quand même des pays riches, des pays producteurs de leurs propres médicaments. Ça nous amène à se poser 2 questions. Est-ce que ces pays déclarent plus parce qu'ils ont des systèmes de pharmacovigilance plus performants? Sachez que le nombre de déclarations est un indice de performance d'un système de pharmacovigilance. Ce n'est pas péjoratif. Plus on déclare, plus cela signifiera que notre système de pharmacovigilance est performant. Ou deuxième possibilité, c'est parce que c'est des pays où on a une population plus importante et donc un nombre plus important de patients cancéreux. Les produits qui ont été déclarés le plus, Il vous reste 5 minutes. Oui, je termine. Les produits qui ont été déclarés le plus, donc nous, c'était la gemcitabine. À l'international, c'était l'oxaliplatine, suivi du docétaxel, ensuite bevacizumab et en 4e position, la gemcitabine. Donc, pour conclure, la pharmacovigilance en oncologie joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité des traitements des anticancéreux, compte tenu de la complexité de ces thérapies, de la fréquence des effets indésirables et de l'évolution rapide des innovations. Une surveillance rigoureuse est indispensable pour identifier, évaluer et prévenir les risques associés aux médicaments anticancéreux. L'intégration des données issues des essais cliniques, des notifications spontanées et des bases de données internationales permet une détection précoce des signaux de sécurité, une meilleure gestion des effets indésirables. L'implication des patients et des professionnels de santé dans le signalement des effets secondaires renforce l'efficacité du système de pharmacovigilance. Ainsi, une pharmacovigilance dynamique et adaptée aux spécificités de l'oncologie est essentielle pour garantir un usage sûr et efficace des traitements anticancéreux. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Mamech. Merci à vous.